Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par HMI MBS. Aujourd'hui, nous allons parler chargement, déchargement de machines, machines-outils. Pour ce faire, je reçois Colin de la société Schunk. Bonjour Colin. Bonjour Nicolas. Donc on attaque. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'on attend encore un petit peu? Chloé? Donc on attend encore 2 petites minutes? Bon, on va attendre 2 petites minutes, voir s'il y a d'autres personnes qui veulent se connecter. Donc comme vous le savez, HMI MBS réalise régulièrement en fait, des webinars, toujours sous forme un peu de plateau télé comme on le fait là. Et ce qui permet d'avoir quelque chose de plus interactif. Et je pense que c'est plus intéressant aussi pour les clients. On a des démonstrations, comme vous allez le voir en fin de présentation. On aura toute une démonstration live qui va être faite par Colin. On espère qu'il n'y aura pas d'effet Bonaldi. On verra bien. Donc, bon, allez, on attaque. C'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, on va parler aujourd'hui chargement, déchargement de machines-outils. Pour ce faire, donc, je me présente. Je suis Nicolas Bouet, directeur général de la société HMIBS. Et donc, je reçois Colin de la société Schunk. Je vous laisse vous présenter, Colin. Bonjour Nicolas, donc Colin Perrol de la société Schunk. Je suis tout simplement technico-commercial sur la partie, la grosse région Centre-France, hein, qui déborde un petit peu, puisque je vais aller jusque dans le 03, je remonte au sud de Paris, le 45, et je descends jusque dans le 36. Région Donc centre une élargie. très grosse région centre, voilà. D'accord. Mais c'est pour être au plus près des clients aussi, hein. Voilà. OK. Présentation de la société HMI MBS. Bon, vous commencez bien à nous connaître maintenant depuis le temps que nous faisons des webinars. Donc, la société HMI MBS, nous sommes basés à côté d'Orléans. Nous commercialisons 4 familles de produits, des robots mobiles AMR de la marque Mir, des robots collaboratifs Universal Robot. C'est l'objet d'ailleurs de ce webinaire aujourd'hui. Des systèmes de cerclage ergonomique de palettes ErgoPack et des VLM, des tours de stockage vertical EFIMAT. Nous sommes 42 collaborateurs au sein d'HMI MBS et l'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires d'un peu plus de 14 millions d'euros. Et je vous laisse vous présenter Schunk. Et la partie Schunk, alors je vais dissocier Schunk Monde de Schunk France. Alors Schunk Monde, c'est 3500 personnes. Répartis sur le monde entier pour environ 34 filiales, réparties sur 20 pays. Voilà. 9 usines de production, majoritairement en Allemagne, mais dont une en Suisse, une en Italie, et puis surtout aux États-Unis. Voilà. Schunk France, par contre, c'est 49 personnes. 49 personnes dont une population sur la route, comme moi, D'accord. environ une quinzaine de personnes, et le reste au bureau, à Ferrières-en-Brie, situé juste à côté de Marne-la-Vallée, et notamment au travers de 2 bureaux d'études, un bureau d'études dédié machine-outils et un bureau d'études dédié automation. D'accord. Avec une notion à travers cette équipe commerciale terrain, d'avoir une notion de proximité avec vos clients et Proximité avant tout, réactivité et effectivement, service. On est dans les mêmes, effectivement. mêmes Ouais. états d'esprit aujourd'hui. Tout à fait. La gamme UR, très rapidement, vous connaissez Universal Robot, le leader mondial de la cobotique. Plus de 75 000 robots vendus aujourd'hui dans le monde. La gamme CB3 qui aujourd'hui est la plus ancienne. La gamme E-Series qui est l'intermédiaire. Et la toute nouvelle gamme avec l'UR20. Et je pense que c'est intéressant de rappeler un petit peu les caractéristiques de l'UR20. Donc 20 kg de charge embarquée, un reach de 1750 mm, un indice de protection IP65. Et je trouve que c'est intéressant tous ces caractéristiques et ces éléments par rapport justement au chargement, déchargement de machines-outils. On Oui, reviendra dessus tout à l'heure. Mais je pense que ce nouveau produit va aussi nous permettre de répondre encore mieux aux attentes du typiquement. marché du chargement-déchargement de la machine-outil. Typiquement, le 20 kg est attendu. Donc, première question, quel est l'intérêt et pourquoi nos clients souhaitent automatiser? Alors, le premier impact, c'est pour le personnel, pour les salariés. C'est réduire l'effort physique, parce qu'il faut le dire, un brut, ça a son poids. Bon, alors, il y a des petits bruts, Mhm. mais il y a des grands bruts. Et puis, on les charge toute la journée. Mhm. Hein, alors, on peut les charger, certes, avec des chèvres, mais en attendant, il faut quand même les charger. Donc, c'est réduire la pénibilité au travail, réduire les tâches répétitives, c'est clair, qui ne sont pas des tâches à valeur ajoutée. Tout à fait. Voilà, le but, c'est de monter aussi en compétence l'entreprise au travers de ses salariés, surtout les salariés, hein, donc, économiser cela et surtout minimiser aussi les erreurs qui peuvent être engendrées effectivement de facto Par l'être humain. par l'être humain, Mhm. bien sûr. Et je pense aussi, il y a une autre problématique qui se pose de plus en plus aujourd'hui, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et pour ces métiers-là, c'est pas toujours évident de recruter des salariés. Et je pense que quand on trouve aujourd'hui quelqu'un qui sait programmer une machine-outil, on a plus tendance à pouvoir l'exploiter sur la programmation de la machine-outil que sur du chargement de pièces. Parce Et qu'aujourd'hui, bien sûr, ça reste comme un problème que nos clients rencontrent. Ils partagent ces éléments-là souvent. Aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre est un vrai problème. effectivement, et la compétence première d'un usineur n'est pas de charger une pièce, On est d'accord. mais plutôt de sa faculté à la travailler, à obtenir ses cotes, tout simplement, hein. Deuxième raison pour laquelle en fait on souhaite automatiser, c'est améliorer la productivité. Oui, alors, on a parlé de l'être humain, qui est la raison première et majoritaire, mais derrière, il y a quand même des notions, des enjeux économiques. Mhm. Le but, c'est que la machine, les broches de la machine tournent.
c'est le temps broche. Oui. C'est ça qui compte. Donc, le but, c'est d'augmenter la productivité de la machine en optimisant les temps de chargement et de déchargement. Et en augmentant l'ouverture en fait d'utilisation de la machine. Et en augmentant son spectre, tout à fait. C'est clair, parce que c'est vrai qu'un opérateur qui va travailler en 1.8 va travailler que 8 heures. Potentiellement, un robot, lui, va être capable de travailler en 3.8 derrière. Effectivement, une petite entreprise, par exemple, qui travaillerait la journée, ou on va dire qui aimerait optimiser un petit peu sa production en fin de soirée. Les salariés, eux, ils ont un temps de travail effectif qui est normal. Eh bien, après ce temps de travail, effectivement, on pourrait demander à la machine de continuer tout simplement la série qui n'est pas terminée. Plutôt que de la faire le lendemain, effectivement, elle pourrait le terminer le soir même. Et donc, je rentabilise au mieux mon Optimiser la investissement machine, de machine. optimiser. Ouais, tout à fait. Très bien. Donc, pour faire cette automatisation, aujourd'hui, chez Schunk, vous avez identifié, si mon slide veut bien passer, on va dire trois grands modes de chargement, déchargement de machine-outil. Oui, alors, il n'y a aucun mode meilleur qu'un autre. Non, non. Il ne dépend que des clients, hein, que de leur façon de faire. Mais il y a le premier, c'est le chargement et le déchargement en prise directe. Et le deuxième, le chargement en prise indirecte. Le chargement en prise directe, c'est une pince montée sur un robot qui vient prendre un brut et le déposer dans les détail, tout à fait. d'un étau ou d'un mandrin automatique. Le chargement en prise indirecte consiste donc à charger en amont de la machine un étau monté sur palette, un mandrin monté sur palette ou tout autre type de montage d'usinage, mais en dehors. Et le robot vient emmener la palette dans la machine. Et le troisième mode? Alors, le troisième mode, c'est hybride. C'est le mode hybride. Il cumule le meilleur des deux et ça vient juste de sortir. Donc, voilà. On va en parler après. On va en parler. Donc, on commence par parler du chargement-déchargement en prise directe. Oui, en prise directe, on va distinguer deux grandes familles de pinces. Comme je disais, donc, encore une fois, très rapidement, on charge et on décharge une pièce. On peut le faire de deux façons, avec une pince pneumatique et une pince électrique. D'accord. La pince pneumatique, elle a des courses qui lui sont induites. Elle est certes puissante, mais elle a des, entre guillemets, petites courses. Donc, on peut prendre des petites variabilités de brut. La pince électrique, elle est beaucoup plus polyvalente parce qu'elle a des courses qui sont beaucoup plus grandes. Et on va le voir juste après. En prise directe, on peut aussi prendre avec deux pinces. Donc là, déjà, pour parler d'une pince, pour commencer. Ouais. Donc, dans un cycle normal, lorsque je vais prendre avec une pince, je vais d'abord retirer ma pièce qui finit d'être usinée dans le tour ou dans la machine-outil, la poser dans le stockage pièce produit fini, ensuite aller chercher une pièce brute, le poser dans la machine-outil, faire le serrage de l'étau et ensuite ressortir de la machine-outil. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements du robot et du coup, un temps d'immobilisation où la machine ne travaille pas qui est assez important. Exactement. Donc ça, c'est la première configuration. Exactement. Avec une seule pince. La deuxième configuration qu'on peut avoir, c'est avec deux pinces, c'est ce qu'on voit à l'écran. Auquel cas, le cycle, il est différent? Le cycle est effectivement différent. Cette fois-ci, au lieu de charger une pièce, attendre son usinage, venir la décharger, la reposer, reprendre un autre brut et repartir, cette fois-ci, on fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on vient à la fois prendre le brut, l'OP fini, redéposer immédiatement un brut, repartir, et la machine peut déjà repartir en usinage. On optimise le temps de broche. C'est ça. On minimise les mouvements du robot et on optimise le temps de broche. Pendant ce temps-là, effectivement, on dépose l'OP fini, on reprend un autre brut, et on est prêt pour le cycle d'après. Et on se met en attente pour le cycle d'après. D'accord. Pareil que tout à l'heure, deux technologies possibles, électrique, pneumatique. En fait, les mêmes pinces peuvent se monter. En fait, c'est juste une bride d'adaptation qui est prévue par Schunk. Effectivement. Alors, ce qu'on voit à l'écran, sur la partie gauche de l'écran, vous avez une double pince pneumatique, et sur la partie droite, vous avez une double pince électrique. Le choix va se faire en fonction du client. Et on en revient à la proximité avec nos clients, avec vos clients. C'est d'être avec eux pour discuter de leur projet, de comment est-ce qu'ils veulent faire les choses, aussi de leur série. Est-ce qu'ils ont des petites, des moyennes, des grandes séries, des petites, des moyennes ou grandes pièces? Tout à fait. Différentes variabilités. Et donc là, on va parler des pinces en elles-mêmes. Exactement. Donc on commence par la pince électrique. Alors, on commence par la pince électrique, qui est l'EGU chez nous, donc une pince universelle qui vient tout juste de sortir, 2023, on peut dire, une pince 2023, et qui est donc électrique. Ça permet de gérer ses courses, ses efforts, le prépositionnement des morts, etc., etc. Et cette pince, elle est faite en mode bus RTU et pleinement compatible au travers d'un URCAPS pour fonctionner avec les UR. Donc en fait, pour résumer par rapport à URCAPS, pour les gens qui nous regardent, donc toute la gamme UR+, sont des accessoires en fait qui sont validés par UR, qui sont prévus pour être adaptés mécaniquement sur la tête des robots, électriquement, qui sont bien souvent se connecter aussi sur le connecteur de tête de robot. Ouais. Ensuite, on ajoute un petit plugin
sous forme de clé USB et on retrouve des fonctionnalités liées à l'accessoire qu'on a mis en place directement dans le langage de programmation du robot. Tout simplement. On C'est branche ça. la clé USB, on installe le plugin et on peut directement travailler avec la pince. C'est Ouvrir, ce qu'on appelle ouvrir chez nous pince, fermer pince, etc. sont des fermer pince, fonctions. positionnement. On peut jouer sur l'effort, on peut jouer sur le prépositionnement, on peut Et tout jouer ça sur sur le tout. teach du robot Sur directement, le titre robot. très simplement. Fichier installé. Très bien. Voilà. Donc la pince EGU, il existe plusieurs modèles de pince EGU. Oui, alors, pour ne pas rentrer trop dans le détail non plus, pour pas perdre les gens, on a 4 tailles de GU pour aller bien évidemment de la plus petite à la plus grande, qui va pouvoir prendre jusqu'à 7-8 kg de pince et monter jusqu'à 3 kN d'effort. Donc ça laisse quand même beaucoup d'éventualités à la prise pièce. La solution électrique aujourd'hui est clairement la solution la plus modulable, Flexible. la plus flexible. Voilà. Pour le client avec une pince, parce que la pince, je suppose, le GU80 sera capable de faire ce que fait le GU50. Oui, effectivement, qui peut le plus, peut le moins, hein. Comme les courses et les efforts sont réglables, effectivement, avec une GU80, vous pouvez faire ce que fait une GU50. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une GU80 qui a son coût quand la seule GU50 suffit? Encore une fois, comme on le disait, hein, cela ne dépend que des pièces du client, de ses méthodologies. Voilà. Sachant qu'il pourra demain, en termes de flexibilité, effectivement, s'ouvrir un panel de possibilités, mais ça dépend de sa machine outil aussi qu'il en fasse. Exactement. Une dernière petite chose, effectivement, sur l'indice de protection de la pince, parce que c'est important, le robot a aussi la sienne. La pince est, de par son électronique IP67, mais les guidages, pardon, sont typés IP40 et propose une option de caractérisation, un capotage IP64. Très bien. Deuxième famille de pinces. Alors, effectivement, on va calquer cette famille électrique à la famille pneumatique. Là aussi, 4 tailles de pince, mais tout de suite, on s'aperçoit qu'on passe de 160 mm de course pour la plus grande, le GU80, 100 mm pour le GU50, à 16 mm pour la plus grande en pneumatique. D'accord. On réduit le spectre. Ah ben, énormément, oui. On réduit énormément le spectre. Et donc, on voit tout de suite que l'électrique donne plus de possibilités. Mais maintenant, si effectivement le client fait toujours les mêmes pièces, toujours la même chose, etc., la pince pneumatique peut répondre parfaitement à son besoin. Avec un investissement, je suppose que le coût est moindre sur du pneumatique par rapport à l'électrique. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'on propose aussi en option, c'est important de le dire, du soufflage. Donc là, tel que vous le voyez, c'est aussi une seule et même référence. On a parlé de la pince électrique, c'est une seule et même référence. C'est plug and work chez le client, c'est également plug and work pour le pneumatique. Là, tout ce que vous voyez à l'écran, il y a un bloc électrovan. Le client branche la pince sur le robot et c'est parti. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et il y a une possibilité de soufflage en plus. D'accord. Ça, c'est quand même quelque chose qui est souvent demandé par nos clients. Le soufflage, oui, nettoyer les taux avant de remettre une nouvelle pièce, etc. Bien sûr, le nettoyage est une vraie problématique chez les usineurs. C'est clair. Donc, on va aborder le deuxième partie, qui est le chargement, déchargement indirect. Oui. Cette fois-ci, effectivement, on passe de l'autre côté. Donc, la pièce est chargée en amont sur une palette au travers d'un étau, d'un mandrin ou de bride, hein, tout simplement. Et ensuite, c'est, comme on le disait, le robot qui emmène la palette dans la machine. Et ça sous-entend. On est vraiment là sur du classique habituel qu'on voit sur les fournisseurs de machines-outils qui fournissent des solutions complètes aux clients. On a souvent la machine-outil, le robot, l'étagère avec toutes les palettes dessus, et le robot qui vient piocher les palettes pour les mettre sur la machine. C'est exactement cela. Effectivement. Et donc là, ça s'articule au travers de 3 produits, si je peux me... Qui arrivent, voilà. Donc cette fois-ci, en bout de robot, on ne met plus une pince, on met ce qu'on appelle un NSR. Donc c'est la partie, c'est le module que vous voyez à gauche, voilà, le plus à gauche, qui possède un alésage en son centre. Ça, c'est monté sur le robot. D'accord. Okay. Et ensuite, vous avez donc en face, en dehors de la machine, donc plusieurs palettes potentiellement, avec des brides, des étaux, des mandrins, comme on le disait. Et sur cette palette est fixé ce que l'on voit en bas à droite, le PKL. D'accord. Et le robot vient s'arrimer tout simplement sur le PKL et emmène donc la palette et sa pièce chez bride dans la machine. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et donc la machine est équipée d'un système qui ressaisit cette palette en la remettant en référence tout à l'heure. Mais on va en parler, je crois, après. On va en parler juste après, mais effectivement, ça induit différentes choses. Donc on a parlé du chargement donc par pince, du chargement où on prend des palettes, et l'hybride, qui est donc la nouveauté. D'abord le changeur outil. Pardon. Qui est important parce que effectivement, on n'a pas tous la chance, les robots, pardon, n'ont pas tous la chance d'avoir des mains à 5 doigts. Nous, on est capable de prendre des souris, des fourchettes, des crayons
des téléphones. Voilà, une diversité de pièces incroyable. Et c'est une chance. Mhm. Mais les robots n'ont pas cette Tout à chance-là. fait. Donc, il faut adapter l'appréhension au robot en fonction de la pièce. Mhm. Et quand un client a une petite pièce et qu'il doit passer à une grande pièce, qu'il a fait le choix du pneumatique parce que, on va dire, les 80% de sa production s'orienter sur cette pièce-là, eh bien, il va falloir adapter l'appréhension du robot à ce nouveau marché, à cette nouvelle Mhm. pièce. Voilà. Donc, il faut un changeur d'outils. D'accord. Les changeurs d'outils peuvent être automatiques ou manuels. On vous a mis à l'écran, effectivement, un changeur d'outils manuel, mais sachez que, effectivement, dans à peu près les mêmes proportions, les mêmes formes et les mêmes poids, on a la même gamme en automatique. Je me souviens, on a un client qui avait mis en œuvre justement vos changeurs d'outils automatiques où il y avait d'un côté un élément de pince qui permettait de prendre une pièce brute, ensuite une deuxième pince avec un format différent qui était en pneumatique pour prendre la pièce finie. Oui, je m'en souviens bien. Il avait même mis en place un outil des Des bavurages bavurages, ouais, tout qui à fait. permettait d'ébavurer les derniers éléments en fait. Et oui, là, encore une fois, on a abordé ça très rapidement au début de ce webinaire, mais on parlait de machine-outil, mais bien évidemment, le robot, il fait tout, il peut Mm. tout faire, hein, il peut tout faire. De l'ébavurage, Et du donc le pistonnage. chargement manuel, ça permet à l'opérateur de rapidement d'adapter son outil, de remettre en œuvre son robot avec la pince adaptée. Et ça, c'est l'intérêt du changeur d'outil manuel. Exactement, exactement. Le bridage Alors, direct. en bridage direct, ça sous-entend effectivement que la table machine soit équipée d'un système de bridage automatique, Mhm, donc un étau mhm. ou un mandrin. Oui. Voilà. Cet étau, il doit être alimenté en air permanent. Les mandrins, bien évidemment, sont des mandrins automatiques. Donc je ne reviendrai pas sur cette partie-là. Mais effectivement, ce que vous voyez à l'écran, c'est typiquement les produits que Schunk vend à ses clients pour robotiser une machine, hein. Mhm. Donc un KSP3, comme vous pouvez le voir, qui fonctionne avec une pression d'alimentation de 2 à 6 bars et un effort pouvant aller jusqu'à 45 kN. D'accord. Voilà. Et des mandrins, comme le THW3 que vous voyez, qui est un mandrin étanche et qui permet de serrer des pièces cylindriques jusqu'à 64 kN avec une course d'environ 6 mm par mort. Un petit peu plus, mais on va simplifier en disant 6 mm, mais voilà, par mort. Donc, le robot vient charger les pièces dans Directement ces dans éléments-là. ces éléments. Si on n'a pas ces éléments-là, on ne peut Voilà. pas robotiser une machine. Donc un client qui a effectivement un centre d'usinage mais qui n'a pas d'étau automatique, on peut imaginer qu'on vient adapter cet étau sur le centre d'usinage, Ouais, deux tuyaux d'air ou un tuyau d'air qui permet d'assurer l'abridage, typiquement. et c'est tout. En fait, ça c'est assez facile à mettre en œuvre et du C'est coup très après simple à voir. rester avec le chargement par pince. Tout à fait. Et donc l'autre mode de bridage qui est le bridage hybride, Alors, pour le bridage indirect, pardon. indirect, pardon, cette fois-ci, on va devoir parler de point zéro. Mhm. Parce qu'une fois qu'on a pris la palette, on va devoir la déposer dans un élément de bridage, mais qui n'est plus un étau, puisque Mhm. l'étau est sur la palette. Oui. Donc il faut un élément de bridage sur la machine. Bon, les usineurs sont coutumiers généralement des points zéro. Il s'agit tout simplement d'un système de bridage repositionnable et précis à 5 microns Mhm. et rapide surtout, hein, parce qu'il permet de brider les éléments en à peu près dans l'ordre de la seconde. D'accord. Voilà, c'est un élément qui est naturellement fermé. On utilise uniquement l'air pour ouvrir le point zéro, hein. Le point zéro, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est la partie chromée de ce que l'on voit Mhm. du produit qu'on voit tout en haut, hein, Là il y en a du quatre, on voit slide. bien, il y a quatre systèmes de Voilà, il bridage y a là. 4 systèmes point zéro, mais il pourrait tout à fait y en avoir qu'un seul, en avoir 2, 4, 6, 8, 10 en fonction de la table et des envies des clients. Voilà. D'accord. Mais ce système-là, effectivement, à l'intérieur, vous avez 2 coulisseaux qui viennent se saisir d'une tirette. Les coulisseaux sont naturellement fermés, ils sont entraînés par des ressorts. Ils sont naturellement fermés. Et on vient ajouter de l'air pour ouvrir ces coulisseaux et libérer la palette. On peut bien évidemment rajouter de l'air si on le veut pour l'effet turbo chez nous, qui permet de rajouter de l'effort de pull down si Mhm. jamais on a des usinages qui le nécessitent. Ouais, gros efforts, des choses comme ça. Gros efforts, etc., etc. L'intérêt de ça, c'est que si effectivement on a une coupure d'air comprimé, la pièce n'est pas libérée Le pour système autant, est elle reste naturellement bridée. fermé. Tout Donc à ça fait. reste sécuritaire. Alors, petit aparté sur les points zéro quand même, parce que là, on parle de brider une palette, mais sur nos systèmes Schunk, on peut également brider nos étaux. D'accord. Tous nos édos sont bridables, les étaux manuels sont bridables sur les points zéro, sans plaque interface, sans palette. C'est ce que vous avez montré tout à l'heure Alors, lors de la démonstration. effectivement, c'est ce qu'on va montrer tout à l'heure, et puis c'est ce qui permet d'accéder tout de suite, pourquoi pas, au bridage hybride Et cette bon, on fois-ci. l'aborde. Voilà, on y arrive. Le bridage hybride, c'est donc le meilleur des deux, qui cumule à la fois les avantages du bridage direct, donc du chargement de pièces dans la machine, au travers d'une pince, Mhm. et du bridage indirect, au travers du chargement d'une palette. Je vais essayer de me préciser un petit peu. Cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, le robot vient, au travers d'une tête de préhension très spécifique à elle, hein, vient prendre un étau. Mhm. Un étau, comme vous pouvez le voir en bas à droite, un étau
manuel, Mhm. qui a été bien évidemment adapté hein, pour que le robot puisse venir le prendre. Mais cet étau, il reste manuel. Mhm. Le robot vient prendre l'étau, vient le chercher, et ensuite va chercher la pièce dont il a besoin. D'accord. Il serre la pièce au couple, donc dans la tête, à demeure Après, sur vous le robot, décommandez la vis de il y l'étau. a une unité de serrage dynamométrique, effectivement, qui est pilotée par le robot, qui vient donc serrer la pièce, et ensuite on vient déposer l'étau dans un point zéro. D'accord. Nos points zéro sont compatibles avec tous nos étaux, En comme je le fait, on disais. utilise l'étau comme une pince. On utilise exactement l'étau Étau comme une comme pince. pince. Et au lieu de venir poser que la pièce nue, on pose ensemble pièce plus pince, donc étau, dans la Exactement. machine-outil sur un point Alors, zéro. pourquoi c'est bien? Enfin, quels sont les avantages? C'est que déjà un étau, en l'occurrence celui qu'on voit à l'écran, hein, pour parler de choses concrètes, il fait 160 mm de course. Mhm. Une pince, souvenez-vous, c'est celle qu'on va voir juste après, c'est 50 mm de course par mort. Bon, Mhm. et c'est une grande pince. Hein. Une pince pneumatique, c'est 16 mm de course au total. Donc Donc vous encore plus de voyez, flexibilité on d'usage. multiplie la flexibilité. Et puis cette fois-ci, au lieu d'investir dans X dizaines de palettes, pour avoir, et dessus X dizaines de brides, X dizaines d'étaux, de mandrins ou autres, on n'a plus que des étaux qui correspondent aux pièces, Mhm. Parfaitement adapté. qui sont parfaitement adaptés. Donc cette fois-ci, on investit dans 3 étaux, un petit, un moyen, un grand par exemple. Mhm. Le robot vient chercher l'étau dont il a besoin pour la pièce Mhm. et dépose cela dans la machine au travers du point zéro, Très bien. tout simplement. C'est vraiment intéressant. Vous avez quand même une offre qui est très importante. Et donc, vous avez mis en place, alors juste, je fais un peu côté public, côté chez MBS. Bien Au sûr. même titre que nous, en fait, aujourd'hui, nos clients peuvent venir dans nos nouveaux locaux, donc le Human Tech Hub by HMI MBS, qui offre en fait à nos clients la possibilité de venir faire des essais avec tous les matériels. On dispose de beaucoup d'accessoires UR, de tous les robots naturellement, que ce soit d'ailleurs de l'UR, du MIR, même de l'ergopack. Les gens peuvent venir faire leurs essais ici pour valider les procédés. Et aujourd'hui, nos clients aiment bien être rassurés en amont. Et aujourd'hui, donc Shunk a fait la même chose. Vous avez créé les collabs Oui, où les gens peuvent venir donc dans vos bureaux de Paris tout à fait. et venir avec leurs pièces et avec votre bureau d'études, être accompagnés, voir le matériel, choisir le bon matériel. Et avec vous, pourquoi pas? Avec Effectivement, plaisir. de venir avec le roboticien pour parler du projet, Mhm. tester, mettre en œuvre, parce que c'est vrai que nous, on parle que d'éléments de bridage, mais sans le robot, on fait rien. Mhm. Et intrinsèquement, d'ailleurs, vous Et aussi. réciproquement, pareil. Réciproquement, pardon. Nous, on a un moyen. Oui. Donc voilà, les collabs ont effectivement été dédiés D'accord. à ces problématiques-là, donc la problématique de l'usinage et la problématique de l'appréhension. D'accord. On vous encourage effectivement à venir chez nous, accompagné ou pas, pour tester, et chez HMI aussi d'ailleurs, De pour la même façon. tester de la même façon un POC quelque part. Le C'est POC généralement est chez le client, mais là vous pouvez le faire chez nous. déjà. Bah, Voilà. déjà valider l'appréhension, valider Valider les temps de l'appréhension. cycle, Ouais. vérifier une cinématique. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes. Ouais. On va passer dans le concret. Une démonstration. Allez. Donc la première application dont on parlait, c'était le bridage direct cette fois-ci. Mhm. Comme vous pouvez le voir, on a schématisé hein, une machine-outil au travers d'un rack de prise de brut et de dépose dopé et une machine-outil. Alors on a simplifié une machine-outil à son strict minimum, un étau, Mhm. mais le principe est le même pour toutes les machines. Euh, donc comme vous pouvez le voir, on a monté cette fois-ci 2 pinces qui sont montées en direct connection avec le poignet robot et directement utilisables sur le teach de l'UR. Mhm. Voilà. Là, on utilise la fonctionnalité UR+, qui a été développée par Shunk dans l'écosystème UR+, UR. Exactement. Là, on est typiquement dans le cadre où on a mis la clé USB, installé l'UR Caps, Mhm. Shunk, et c'est parti. C'est du Très bien. plug and work, encore une fois. Donc, le robot dépose un brut Ça sera- et vient déposer son OP fini. Alors là, C'est le cycle d'après. c'est le cycle d'après. Le robot, la machine d'usinage réalise son cycle. Mhm. Le robot vient chercher l'OP fini et dépose immédiatement le brut. Et vous voyez que les temps robots, alors effectivement, c'est un peu biaisé de La par cette cellule, configuration, bien sûr, oui, mais on a vite compris que maintenant, ça ne dépend plus du temps de chargement utilisateur. Mhm. Ça ne dépend que du temps broche. Tout à Si fait. vous avez un temps broche d'une minute, bah, effectivement, le robot, il est en attente. Mm. Le robot est en attente. D'accord. Et donc là, comme les pinces vont être vraiment dans la machine-outil avec des possibilités de projection de liquide, etc., de Alors, lubrifiant et tout. Donc là, effectivement, vous avez dit, juste pour rappeler l'indice de protection de vos pinces. IP67 pour la partie électronique et dans l'état actuel, IP40 pour les morts, D'accord. pour les guidages, pardon.
pour les guidages. Donc là, est-ce que je me permets de Cette rappeler pince-là, juste, c'est le GU. je rappelle juste Oui, effectivement l'UR20 qui est IP65 qui répond aussi complètement à l'environnement exactement. chargement, déchargement de machine-outil. Il y a une continuité effectivement dans l'IP, qui est important parce qu'il y a des Mm. projections effectivement de copeaux, de Ouais, lumification, ce genre de exactement. choses. Sur le dessous, on voit un étau effectivement Schunk, on en a parlé juste avant. Pour revenir sur les pinces, comme vous pouvez le voir, elles sont branchées uniquement sur le poignet robot. Mm. Et ça, c'est une grande compétence dont on est fier, c'est de pouvoir faire passer 500 newtons, alors 450 pour chaque pince, donc au total 900 newtons quand même, Mhm. sur chaque pince, en direct par le poignet. D'accord. Et ça évite tous les câbles qui courent le long du robot, toutes ces Et effectivement, problématiques-là. avec 100 mm de course par mort. 100 mm de course au total, pardon. Oui. Donc là, on comprend tout de suite que si on voulait, on pourrait prendre des pièces pratiquement 50 mm de plus. Mm. D'accord. Pratiquement Et en 50 termes de mm de poids de plus. pièce maximum? Alors là, ces pinces-là, données catalogue, elles sont à 1 kg, 1,7 kg de poids de pièce. Bon, c'est en friction. On peut rajouter des matériaux de friction sur les morts, comme on le voit là. On peut réaliser aussi des prises positives, par exemple, parce que là, effectivement, on est en friction. Donc, si on prend la pièce par le dessous, voilà. Tout à fait. Donc, la donnée catalogue, elle est interprétable. Mais cela étant, pour la pince la plus grosse, on peut monter à des poids de pièce qui sont totalement admis par le robot. D'accord. Ce n'est pas la La pince plus qui grosse brille. pince, vous avez dit tout à l'heure, vous avez donné la caractéristique en termes de poids. Alors, en termes de poids, la donnée catalogue est donnée à 7 kg, un peu plus de 7 kg de pièce D'accord. et 3 kN d'effort. Hmm. Ce qui veut dire que, en fait, c'est pourquoi je posais cette question-là. Effectivement, le R20 qui correspond parfaitement avec 2 fois 7 kilos de pièces, on peut imaginer quasiment au Ouais. bout du robot, plus le Bon. poids des pinces, on répond parfaitement, l'UR20 répond parfaitement à cette attente. Typiquement, l'UR20 répond à toutes les applications de chargement et de Hmm. déchargement en machine-outil. 7 kg de brut, 8 kg de brut, il faut déjà les Oui. prendre. Alors, ça arrive, hein. Oui. Il y a des clients qui le font, hein. Mais Ok. effectivement. Donc là, on a parlé pinces, et donc là, vous nous montrez le deuxième aspect. Effectivement, comme je le disais, on va charger une palette en amont de la machine. Et sur cette palette, elle va recevoir des étaux, des mandrins ou des systèmes de bridage divers. Et le robot va emmener cela dans le point zéro. Donc typiquement, le PKL dont je parlais tout à l'heure, Hmm. le NSR dont je parlais et qui est donc mis cette fois-ci en lieu et place pardon, des pinces du robot Mhm. et qui va venir donc s'accoupler sur la palette. Et la Mhm. palette va être déposée dans un point zéro. On vous a montré à l'écran 4.0, une NSL 3400 chez nous. Ici, il n'y a qu'un seul point zéro. La palette descend. D'accord. On retire l'air, on coupe l'air tout simplement. Le point zéro se bride et c'est fini. Ok. On réalise les usinages, enfin la machine réalise les Mhm. usinages. Le robot, par l'intermédiaire du NSR, vient se saisir de la palette Et on change la palette. et on change de palette. Petit aparté, effectivement, comme je le disais, nos étaux sont prééquipés tous au point zéro. D'éléments pour. La fameuse tirette dont je parlais tout à l'heure et qui descend dans le point zéro et vient être saisie par les coulisseaux. Mhm. Voilà, l'étau reste accessible, vous pouvez le serrer. D'accord. Voilà. Donc toute notre gamme est construite comme ça. Parfait. Bah, merci Voilà. beaucoup. Et donc le bridage hybride, Hybride, de c'est le facto, dernier. si je joue le rôle du robot, je viens prendre l'étau, qui est un peu lourd pour moi, on remercie les robots, et on vient donc déposer la pièce, puisque dans l'unité de préhension du serrage hybride, encore une fois, il y a un serrage dynamométrique qui permet effectivement de serrer l'étau et donc De de lier l'ouvrir et qui permet de déposer la pièce. le meilleur de chaque. Très bien. Bah, merci pour cette présentation. J'espère que j'ai été assez concis et en même temps à la fois Claire, je clair. pense. Et puis surtout, c'est parfaitement illustré. Je vous demande de revenir Ouais. vous asseoir. Ben maintenant, on arrive sur la phase questions-réponses. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Donc, n'hésitez pas. Posez vos questions sur le chat du groupe, de façon à ce qu'on puisse y répondre. À vos claviers. Hmm. Si vous avez des questions, ou alors ça veut dire qu'on a été très performant et qu'on a anticipé toutes vos interrogations et on a pu y répondre. Peut-être que dans notre discussion, on peut générer aussi des questions. Tout à fait. Alors, première chose, déjà, premier point sur lequel je voudrais Oui. revenir. Là, on a parlé toujours machine-outil, machine-outil, machine-outil. Mais comme je l'ai dit tout au début du webinaire, en fait, on peut parler de n'importe quel type de machine qui vient faire d'un process sur une pièce. On peut avoir du marquage topographique, on peut avoir du marquage laser, on peut avoir des systèmes de polissage, on peut avoir vraiment, dès qu'une machine prend une pièce un peu brute, fait quelque chose dessus et on ressort une pièce finie,
tout ce qu'on a évoqué là, en dehors des aspects peut-être étaux qui sont propres aux machines-outils, mais tout l'aspect double pince, prise d'un brut et prise d'une pièce finie en même temps, c'est des choses qui peuvent s'appliquer. Effectivement. Donc ça, faut pas hésiter à élargir un peu le spectre. Tout est transposable. Tout est Les deux transposable. pinces l'on vient de voir précédemment, là, elles prennent des brutes, mais elles pourraient tout à fait prendre Voilà. Je vois n'importe quoi souvent, d'autre. on a beaucoup de clients qui aujourd'hui font du marquage laser, ou même une autre application qui est beaucoup utilisée en mécanique, c'est du contrôle 3D, Oui, où on vient charger, décharger des machines. on en voit de plus en En plus, plus. ouais, On tout à en voit fait. de plus en plus. Et le système hybride, d'ailleurs, permet cela parce qu'on permet une continuité de la cote. Donc, Mhm. non seulement on prend l'étau avec sa pièce sans la desserrer, on peut l'emmener directement en trilim, contrôler Et s'il y a besoin, on peut faire les une cotes. reprise. Éventuellement, si besoin, on peut Parce faire qu'on une n'a pas reprise. défaite, elle est On n'a pas parfaitement d'effet, toujours on a une en continuité de la référence. cote. Tout à fait. D'accord. Il Première faut savoir. question. Alors, quel est l'aspect collaboratif sur les trois systèmes présentés? Alors, Vaste sujet. très très bonne question. Très bonne Alors, question. concernant l'aspect collaboratif, comme vous le savez, effectivement, sur toute application collaborative, en fait, ça va pas seulement dépendre du robot, de la pince, ça va aussi prendre en compte l'environnement. Et ça va même plus loin que ça, parce qu'imaginez que vous usinez un bloc d'aluminium et vous sortez avec un bloc d'aluminium pointu très fin, bah, ça va être quelque chose de très dangereux et auquel cas on va pas être collaboratif à cause de la pièce qu'on va transporter simplement et ça va être obligé de mettre en place des organes de sécurité complémentaires. Exactement. L'exemple chez Wilkinson, hein, les rasoirs, rien n'est collaboratif. Typiquement, c'est clair. Typiquement, la pièce n'est pas Elle peut collaborative. pas. Donc, il faut recentrer aussi ce qu'est le collaboratif, hein. Mhm. Le collaboratif, c'est l'interaction homme-robot avec des pièces compatibles collaboratives. Tout à fait. Typiquement, le cas de l'usinage, c'est généralement compliqué d'être en mode collaboratif. Donc, sachant qu'après, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Simplement, il ne faut pas perdre de vue pour Universal Robot, le collaboratif, il y a l'aspect sécuritaire d'une part, mais il y a un deuxième aspect qui est effectivement la collaborativité et la simplicité d'utilisation La du Kobo. simplicité. Et ça, c'est un vrai plus qui aujourd'hui est apprécié dans le monde de l'usinage, entre autres. C'est cette simplicité de programmation des robots UR, cette ouverture qui a été faite, tout langage en français, etc., au niveau de l'interface. Et ça, c'est un vrai plus. Ça rentre dans la collaborativité, mais pas sur l'aspect sécuritaire en tant que tel. Alors, je me permets même d'ouvrir une parenthèse là-dessus. J'ai beaucoup de clients qui me disent qu'ils ne sont pas roboticiens, à juste titre. Mhm. Ils sont usineurs. Ils aiment bien les codes G. Ils savent programmer leur machine, ils le font très très bien, et c'est leur métier, c'est leur chiffre d'affaires, c'est ce qui les paye tous les mois. Mhm. Programmer un robot, c'est pas le même métier. Et effectivement, bah, il faut simplifier ça. Et UR, au travers de son teach, a simplifié énormément les choses. C'est pratiquement du WYSIWYG. Mhm. Euh, c'est vrai qu'on aurait pu faire un focus sur L'interface, l'interface, plus. Mais mais bon, après, elle est aussi simple hmm. que de simplement brancher une clé USB, faire fichier installé. Le Et robot reconnaît tout seul la pince et elle est directement exploitable au travers de curseurs ouverts, fermés, régler la puissance, régler la course. on avance sur les Oui, on questions. avance. Deuxième question, c'est ROS ou ROS? Je ne comprends pas la question. Alors, si vous pouvez m'éclairer un petit peu plus, ça serait Je sympa. la comprends pas non plus. Voilà. Deuxième question, sur un brut d'environ 10 kilos et en prise par fiction, quelle serait la pince à étudier pour une faisabilité? Alors, bon, j'ai une réponse en tête, hein, mais la meilleure des réponses, c'est de venir chez vous et de dimensionner le projet avec HMI et nos ingénieurs pour dimensionner la pince qui va bien. Là, en l'occurrence, 10 kilos de pièces, comme je disais tout à l'heure, le GU 80, la plus grosse de nos pinces, est Électrique. électrique et donnée pour un poids de pièce à un peu plus de 7 kilos. Donc, de prime abord, j'ai envie de vous dire que non. Hmm. 10 kilos de pièce, c'est pas Mais possible. ça, c'est en friction pure. Mais ça, c'est en friction pure, avec des morts alu-alu, alu-acier, acier-alu, je sais pas. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure, hein, il y avait sur nos morts d'ailleurs un revêtement. Hmm. Un revêtement, ce qu'on appelle chez nous le revêtement HKI, qui permet de grandement améliorer la friction et donc de diminuer l'effort nécessaire par la pince. Et dans ce cas-là, d'augmenter les poids admissibles. Voilà. Et vous avez aussi possibilité de mettre des doigts avec des points de diamant, des choses comme ça qui Voilà, viennent effectivement, s'ajouter. En fait, on peut travailler le mort pour augmenter encore plus la friction au travers de morts de friction diamant, fruité ou autre, hein, bien mhm. sûr, hein, Quentes, on peut tout envisager. Donc là, Mais il faut ça, vraiment. il faut en discuter avec le client, chez le client, pour être sûr et certain de ce qu'on va vous proposer. Mais en tout cas, oui, il y a une solution. Ok. J'ai un ROS 2 étoiles, ça vous parle? Rose 2 étoiles. Donc on a parlé ROS ou ROS, et là, ROS 2 étoiles.
Ça me Pour parle moi, pas. ROS, c'est Robot Operating System. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Je ne sais pas. Bon, bah, écoutez, essayez de nous en dire plus. On essaiera de vous répondre par la suite. J'aimerais bien en savoir plus. Ouais. Proposez-vous l'intégration complète Eto, pince, Kobo sur des CNC Siemens 840D? Alors ça, c'est super pointu comme question. Ouais, alors je vais me permettre de répondre parce qu'il y a deux aspects effectivement à cela et il y a un aspect qui est fondamental. Effectivement, on est capable de proposer une offre complète, pince, Kobo. Eto Et Kobo. et Kobo, mais a priori, il faut s'adresser à un intégrateur pour lier ça à la machine. Alors, il y a différents modes d'accompagnement et en fait, on propose aussi des solutions. On a d'autres partenaires qui ont développé des solutions d'interface avec la machine-outil Exactement. et on est quand même capable de vous accompagner, parce que là, on parle comme de solutions relativement standards et de vous former pour que vous fassiez la mise en œuvre et il n'y a pas de souci là-dessus. On peut vous accompagner sur une Ouais, solution complète. tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'écodème, hein. Dans les machines, il faut lier effectivement le robot et la machine, Mm. l'étau à la machine, c'est l'écodème. Et ça, il faut vous aider effectivement de personnes dont c'est le métier. HMI sont des roboticiens, nous sommes des spécialistes de l'appréhension, mais effectivement, maintenant, il faut un spécialiste de l'interaction. Alors, on a C'est ce que je déjà propose. accompagné des clients qui ont fait le choix d'automatisation de machines-outils un peu passées, qui n'avaient pas toutes ces possibilités-là, où en fait, on arrive à s'interfacer sur la pédale de fermeture d'étau, on arrive à s'interfacer sur la vérine qui nous donne l'information du cycle, etc. Mais Oui. ça, c'est vraiment une étude au cas par cas, mais n'hésitez pas à nous consulter. On vient chez vous et on voit comment on peut faire. Et on trouve toujours des solutions simples parce que c'est pas toujours évident, des fois, avec les fabricants de machines, de mettre en place les interfaces et c'est pas toujours facile. Mais on est Alors, vraiment là pour vous accompagner. ce qui est sûr, c'est qu'on baigne dans le même monde et on connaît ces acteurs-là. Donc, faites-nous venir et on pourra vous orienter vers les bonnes personnes ensuite pour faire cette interaction. Alors, on avance sur notre question Ross. Ça va pas être facile, mais bon, on va essayer quand même. Est-ce que l'on peut programmer les trois dispositifs sur Ubuntu, donc ça c'est du Linux, Ok, en utilisant ROS, Robotic Operating System, ok. ça on est bien avé, ou sa version 2, ROS 2, puisque ces deux systèmes permettent une programmation plus simple en Python ou C++? Eh bien, je vous laisse répondre. Alors, en fait, alors, effectivement, la question a été posée de manière précise et je vais très précisément ne pas y répondre parce que, en fait, euh, tout Alors, dépend de quoi vous parlez. Est-ce en que fait, vous parlez de la programmation du robot et de ses trages ou est-ce que vous parlez... de la programmation de la commande de la pince, effectivement, à travers le protocole, etc. Ce que je vous propose potentiellement, Diab Joseph, de reprendre contact avec nous Ouais, après. Alors, pour être clair, j'ai des ingénieurs qui sont là, qui seront beaucoup plus exactement. pointus que moi pour pouvoir vous répondre et qui seront un plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous à travers nos adresses mail, etc. Et franchement, on se fera un plaisir de vous répondre et nos ingénieurs sont là pour amener et vous éclairer sur cette programmation. Effectivement, si ça concerne la pince, je pense qu'il faudra qu'on voit avec Euh, Schlunk pour l'aspect protocole et Alors, communication. la question est quand même intéressante et je vais me permettre d'ouvrir un peu une petite parenthèse. Python ou C, admettons, mais surtout, on en revient à la simplicité d'UR. UR propose des blocs préprogrammés. On n'a pas besoin d'aller On n'a jusque-là, en pas fait. besoin d'aller jusque-là. Typiquement, soit on passe sur du script et on se déroule 160 lignes de code juste pour faire l'application qu'on voit, ou alors on utilise les blocs UR et en 10 blocs, et en 10 lignes, c'est faire. C'est clair. C'est Voilà. l'intérêt, c'est Donc, l'intérêt. Mais on peut peut-être supposer que c'est d'autres on marques peut de supposer que ce robots soit et faisable. effectivement sur d'autres marques de robots parce que Mes compétences c'est s'arrêtent c'est- là. c'est vraiment un vrai plus et une vraie force aujourd'hui qu'a UR Ouais. par rapport aux autres marques de robots, c'est d'avoir développé depuis maintenant de nombreuses années cet écosystème UR+ et cette notion de plug and produce donc qui est vraiment fondamentale pour nous et simplification au même titre que vous disiez tout à l'heure, c'est quoi le terme? Vous, c'était du Plug and work. Plug and plug and work. work, nous c'est plug and Mais produce donc on est quand même très proche en termes de concept. j'aime bien cette question parce que elle prend un peu le contre-pied de ce qu'on disait juste avant dans cette simplicité. Les usineurs sont des usineurs, mais tout le monde n'est pas un usineur. Là, effectivement, on a appliqué ce webinaire, mais effectivement, c'est transposable à tout le monde. Donc, les usineurs, on va être friands d'avoir des blocs préprogrammés, cette simplicité qu'impose UR, que propose, pardon, UR, et également cette pluridiversité dans les méthodes de programmation. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on pourrait essayer de répondre dans la limite de nos compétences? Bon, bah, écoutez, je pense qu'on Alors, a. on a des questions concernant le poids que pèsent ces différents éléments. Mhm. Je ne vais pas parler des éléments bridés sur table, hein, parce que bon, la machine est bien évidemment capable de prendre plus. Mais sur les robots, une double pince EGU 50, comme celle que je vous ai présentée, Mhm. c'est 3 kilos. D'accord.
Donc Ce qui veut ça dire, laisse quand même beaucoup par rapport, d'éventualités. si je me mets sur, comme on l'a présenté dans l'application là, on est sur un UR10i, donc qui a une capacité de 12,5 kg. Voilà, Ça nous laisse 9,5 kg de pièces potentielles à prendre en plus, des pinces. exactement. Donc, Exactement. effectivement, ça Exactement. nous fait 5 kg de brut, 4,5 kg de pièces finies. C'est parfait. Voilà, On donc est on peut exactement partir sur dedans. un 5 kg de Ouais, brut. ouais, on est dedans. Et effectivement, en pneumatique, la pince est encore plus légère. Oui, ça c'est aussi un plus, La pince est mais encore plus avec ses légère. limites d'usage, comme on Avec l'a ses dit tout à limites, l'heure. effectivement, Tout à fait. course, tout ça. Très bien, bah, écoutez, je pense qu'on a répondu à peu près aux questions que vous nous avez posées. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à prendre contact avec nous à travers notre adresse mail. N'hésitez pas à nous téléphoner, aussi bien Colin et Shunk que HMI MBS. Et je vous remercie encore d'être venu et d'avoir partagé toutes ces informations Merci et beaucoup, ces Nicolas. produits. Merci à vous de nous avoir reçus. Vous avez un très bel endroit. C'était N'hésitez pas chouette de d'ailleurs, travailler. petite piqûre de rappel, le 6 octobre, nous avons une journée porte ouverte pour présenter nos nouveaux locaux, notre Human Tech Hub. L'objectif, en fait, vraiment de ces locaux, c'est de promouvoir l'alliance, en fait, l'homme et la technologie. Souvent, on parle d'opposition, on est toujours, dès qu'on parle automatisme, on parle chômage, etc. Et en fait, non, on est vraiment là pour aider les hommes à mieux travailler. Ouais. Et ensemble, avec la technologie, il est recentré sur des vraies valeurs, des vraies tâches, en fait, à valeur ajoutée qui sont beaucoup plus intéressantes. C'est vraiment ça, et c'est vraiment notre philosophie. Je rappelle notre slogan, parce que l'humain sera toujours notre priorité. Bonne fin de journée. Merci Merci de nous avoir beaucoup. suivis. Au Très bonne revoir. journée. Au Au revoir, revoir. Colin. Au revoir.